Salut Brigitte, Salut Jean. enchanté, merci de nous accueillir dans vos beaux locaux. De rien, bienvenue chez nous. On sent qu'il y a une bonne énergie ici. Il y a plein de gens avec plein de bonne volonté pour essayer de faire changer le monde, oui, tout simplement. Petit objectif modeste, changer de civilisation, nous amener à voir autrement, changer de regard sur les animaux et du coup changer nos habitudes, changer notre modèle agricole, notre modèle alimentaire. Petit programme, Les grands changements. un changement, ouais. Alors du coup, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter? Parce que je pense que tu es la personne la plus apte à te présenter. Je suis Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214, qui est une organisation de défense des animaux. On est surtout connu pour les vidéos qu'on peut montrer sur ce qui se passe dans les élevages, pendant le transport, dans les abattoirs, en ce qui concerne aussi les animaux aquatiques. On a montré des images de pisciculture par exemple. Donc on essaye de montrer la réalité de ce qui arrive aux animaux, d'essayer de poser les cartes sur la table pour faire réfléchir notre société dans son ensemble. Notre objectif, c'est pas de trouver des coupables, c'est de trouver des solutions. Et du coup, notre organisation va s'attacher à apporter des preuves de la sentience des animaux, donc leur étonnante capacité, étonnante parce qu'on a du mal à les voir quand on s'y intéresse pas. Le fait qu'on puisse consommer autrement sans provoquer beaucoup de souffrance autour de nous, sans provoquer le malheur des animaux. Et du coup, on est une association qui râle, mais on est aussi une association qui propose. On a beaucoup d'initiatives qui sont moins connues, mais qui pour autant sont aussi très engagées, efficaces pour essayer de provoquer pacifiquement le changement. Okay. Donc en fait, à travers cette association que tu as co-créée, ça permet de montrer aux gens une réalité que les gens ne voient pas. Oui, ils ne la voient pas parce que je pense qu'une part de nous n'a pas envie de voir ces choses-là, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de se sentir peut-être complice du malheur qui arrive aux animaux. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous appartient. Si j'explique comment on fait la purée de pommes de terre, même en expliquant que les pommes de terre sont arrachées du sol, écrabouillées, bouillies, etc., le soir, on va pouvoir manger de la purée. Alors que quand on montre ce qui arrive aux animaux, effectivement, ça lève en nous une petite voix qui nous dit on n'est pas tout à fait juste avec les animaux, on ne se comporte pas de façon correcte avec les animaux, et du coup, ça provoque effectivement un sentiment de culpabilité. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on cherche à provoquer chez les gens. Ce qu'on cherche à provoquer, c'est plutôt une prise de responsabilité. Et que ensemble, tous ensemble, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire y compris les gens qui aujourd'hui vivent de l'exploitation des animaux, on se prenne en main finalement, puis on dise oui, ok, il y a des habitudes qui sont prises depuis très longtemps, etc. Mais on peut très bien changer cette façon de faire pour aller vers une société bien moins violente, y compris envers les autres animaux. Et donc du coup, c'est quoi le déclic qu'il y a eu chez toi à travers cette Faut revenir très très loin en arrière. Parce que ça fait combien de temps que tu as arrêté de consommer Les animaux depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant. Okay. Alors c'est pas arrivé par moi, mon compagnon c'est Sébastien Arsac, qui est aussi un des fondateurs de l'association L214. On était plusieurs au départ. Et on était déjà tous les deux très sensibles aux injustices intra-humaines et puis aux pratiques les plus visiblement révoltantes envers les animaux. On était contre la corrida, contre la chasse. Moi j'étais bénévole à la Croix-Rouge, Sébastien était dans un syndicat étudiant, donc on était déjà pas mal préoccupés par des questions de société. Et Sébastien est petit-fils d'éleveur, boucher, maquignon, donc il a passé son enfance dans la ferme laitière de ses grands-parents. Il planquait du saucisson sous son lit, mais quand même, sans s'en rendre compte, il était de plus en plus distant vis-à-vis de la mise à mort des animaux. Chaque année, comme dans la plupart des fermes, on tue le cochon, et il y a la fête du cochon, qui en fait n'est pas du tout la fête du cochon, mais qui s'appelle la fête du cochon, où finalement on fait les réserves pour toute l'année. Et il s'est rendu compte après coup
qu'il arrivait après que le cochon ait été tué, puisqu'il ne supportait plus les cris de l'animal, les hurlements de cet animal. Et puis c'est une bande dessinée sur l'histoire de Siddhartha, qui à un moment lui a fait le déclic. Un moine qui est mis à l'épreuve à l'extérieur, qui voit passer des moines un peu véreux, qui transportent le corps d'un cochon suspendu, mort pour le manger, et qui dit mais moi mes souffrances finalement c'est pas grand chose à côté, voilà. Et en fait ça lui a fait prendre conscience qu'il y avait d'autres civilisations qui ne consommaient pas du tout les animaux. Et du coup à partir du moment où on n'est pas obligé de consommer des animaux, finalement le fait de continuer de les élever et de les mettre à mort, ça avait quelque chose de malsain, de pas normal, de pas juste, de malsain, qui refusait justement de prendre en compte la réalité des évidences devant nous pour avancer. On est tous les deux de formation scientifique et du coup, c'est vrai qu'on aime bien les preuves les unes à côté des autres, des hypothèses, et puis on en tire des conclusions. Et du coup, on a stoppé du jour au lendemain de consommer de la viande, donc on était en Auvergne, entouré de gens qui consomment de la viande bio, on connaissait les animaux qu'on mangeait avant, etc. Et pour autant, on a stoppé net. Et c'est quelques années plus tard qu'on a rencontré, en arrivant sur Lyon, à la Maison de l'Écologie, qu'on a rencontré les fondateurs des Cahiers antispécistes, donc une revue de réflexion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un mouvement important, cohérent, autour de la question animale, des actions qui étaient organisées, des actions finalement politiques. C'est une lutte sociale à part entière. C'est pas juste des gens dans leur coin qui décident à un moment de ne plus manger les animaux. C'est vraiment une revendication sociétale importante, majeure, pour laquelle il faut prendre part. Et du coup, à partir du début des années 2000, on s'est investi de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, considérant que cette question, elle est importante, qu'il faut s'en saisir, qu'il y a tout un tas de causes qui sont vraiment majeure dans notre société, mais que celle-là en est une aussi, et que du coup on peut lui consacrer du temps, lui consacrer de l'énergie, lui consacrer des moyens, de façon à faire changer les choses autant qu'on le peut avec nos moyens qui finalement sont très modestes aujourd'hui, mais qui nous permettent quand même de faire un certain nombre de choses. Mais au fur et à mesure du temps, je suis sûr que ça va prendre de l'ampleur, il va y avoir de plus en plus de prise de conscience, parce que quand tu regardes tous les plus grands changements qu'on opéré au cours des dernières années ou décennies. Si tu penses à l'esclavage, il a fallu plus de 400 ans avant qu'on comprenne qu'un noir, c'est pas un objet. Il a fallu je ne sais pas combien d'années également pour qu'on donne le droit de vote aux femmes, pour que les femmes puissent conduire une voiture. De base, ça semblait logique. Avoir un noir en tant qu'esclave, c'était normal. Une femme, elle vote pas, c'est normal. Une femme, elle travaille pas, c'est normal. Jusqu'au moment où il y a des gens qui ont commencé à créer un changement et à dire non, ça c'est pas normal. Elles ont autant de droits que nous. Ces êtres ont autant de droits que nous. Donc on s'est plus focalisé sur l'humain de base. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une transition où on se focalise sur d'autres animaux parce qu'on a tendance à oublier que nous, humains, nous sommes des animaux. Et c'est ça que je trouve qui est beau, c'est que quand on voit l'évolution de l'humain, il y a de plus en plus de prise de conscience à différentes échelles. Et moi, je préfère me focaliser là-dessus parce que dans le changement, je ne sais pas si ça a été ton cas, dans cette transition, quand on devient vegan, il y a des phases où on voit un peu tout ce qui est négatif parce qu'on réalise de ce qui est en fait et ce à quoi on participait précédemment. Mais au final, en observant le tout, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un changement. Les gens se questionnent et même si les gens ne sont pas véganes, ils réduisent leur consommation, ils prennent quand même conscience, ils essaient de faire des petites actions. Il y en a certaines qui sont plus minimes que d'autres, mais il y a cette intention d'eux. Et donc du coup, ça m'emmène à une question. Ce serait quoi pour toi la chose qui aiderait le plus une personne dans cette transition alimentaire? Qui aiderait le plus la personne à faire une transition alimentaire? Déjà, je partage complètement ton point de vue. Moi aussi, j'ai l'habitude d'être plutôt d'essayer de voir les choses positives et celles qui nous font avancer. Je suis plutôt optimiste, même si je sais regarder la réalité en face et que je vois bien, on tue 3 millions d'animaux tous les jours dans les abattoirs. On voit le changement de mentalité qui s'opère, on voit les changements de comportement qui s'opèrent et depuis la nuit des temps, effectivement, l'humanité, elle n'a pas arrêté de faire des changements dans un sens plutôt positif. On a une société qui est, d'après les études qui sont faites, moins violente qu'elle l'était auparavant et ça, c'est
c'est plutôt positif, encourageant, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, même entre les êtres humains. Tout de même, on est quand même sur une bonne vague. Qu'est-ce qui aiderait le plus ? Je crois que je me réfère souvent à... Enfin, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que ce soit plutôt simple, le changement. En fait, aujourd'hui, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour le changement. On a une pression sociale qui est quand même assez forte, qui essaye de nous ramener dans la consommation de viande, de produits d'origine animale, en essayant de nous convaincre que c'est normal, que c'est nécessaire, que c'est naturel, que c'est bon, etc. Donc on essaye de nous ramener sur la norme. Et c'est parfois difficile de s'en extraire, mais justement, le fait qu'on soit de plus en plus de personnes, soit à réduire, soit à avoir arrêté complètement de consommer les animaux, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de facilité à consommer de façon végétarienne ou végétalienne. C'est proposé par un petit peu partout, les restaurants, les supermarchés, etc. Aujourd'hui, c'est moins compliqué. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, on a je ne sais pas combien de recettes de cuisine qui circulent. On a développé un site qui s'appelle Vegan Pratique, qui donne plein d'astuces, de recettes et tout ça, et qui est énormément visité avec plus d'1 million de visiteurs l'an dernier. Enfin, c'est juste complètement énorme. Voilà. Puis on a un Veggie Challenge justement pour aider à la transition, qui donne des recettes, qui donne des astuces, des conseils, qui a des fiches de nutrition, et du coup qui peuvent aider à expérimenter, à se lancer, à se documenter, pour pouvoir voir ensuite que effectivement c'est pas si compliqué que ça. Donc deux choses, juste la disponibilité des produits, et puis tout un tas de conseils, astuces qui sont un petit peu partout et qui peuvent aider justement à changer soi-même. Et puis il faut s'encourager soi-même aussi, c'est-à-dire que chaque pas qu'on fait, effectivement, c'est un pas important. Le fait de commencer par réduire, le fait de se dire aujourd'hui j'arrête. Il y a des initiatives qui nous aident, le lundi vert par exemple, juste pour se lancer une fois par semaine. Puis après on se rend compte que finalement c'est hyper simple. Et après lundi on peut faire le mardi. Et voilà, en quelques semaines, ça y est, on a révolutionné sa cuisine, tout en se rendant compte que c'est finalement pas tant une révolution que ça. On continue de se régaler, on continue d'avoir des amis, d'avoir ces moments conviviaux. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'en face de nous, on a beaucoup d'idées reçues qui laissent penser que ça va être une montagne. Alors que finalement, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, nous-mêmes, quand ce jour de 1993, quand on s'est dit on ne mangera plus d'animaux, on s'est dit on fait une croix sur la gastronomie quelque part. Parce que tous les plats qu'on connaissait, qu'on appréciait, effectivement, il y avait un morceau d'animal mort au milieu du plat. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, voilà, j'ai pas maigri, on n'est pas très rachitique. Il y en a plein des stéréotypes. Voilà. Il y en a beaucoup de stéréotypes. Et puis on se rend compte, en fait, et ça, c'est l'expérience de H qui le montre. L'expérience de H, c'est une expérience sociale, psychosociale, avec une dizaine d'étudiants. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui est cobaye à l'intérieur. Les autres, ce sont tous des complices. Et on leur fait répondre à une question dont la réponse est évidente. Et en fait, chacun donne une réponse fausse. Et quand arrive notre témoin, il va répondre quelque chose de faux alors qu'il sait la bonne réponse. Mais si une personne avant lui dit la réponse, alors il va s'autoriser à changer sa réponse, à donner la bonne réponse, celle en laquelle il croit. Et du coup, c'est un petit peu ça aussi. C'est chacun de nous, quand justement on s'exprime en disant moi j'ai arrêté de consommer des produits d'origine animale parce que je pense que c'est une injustice majeure, on encourage finalement d'autres à se dire je suis pas tout seul. Voilà, c'est simplement. On est des animaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui arrive, ça a été mon cas, ça a été le cas de bon nombre de mes amis également, où on est dans cette transition et notre famille ne nous comprenne pas, notre entourage ils ne nous comprennent pas, nos collègues ne nous comprennent pas non plus, et là on se dit qui est-ce qui va me comprendre ? Et plus le temps change et plus le temps passe également,
plus on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, qu'il y a une vraie communauté qui est là derrière à nous soutenir. Et je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, c'est cette histoire de challenge que vous avez mis en place. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aide les gens à travers cela. Pour moi, ils ne devraient pas croire les études, ils ne devraient pas croire ce qu'on leur dit, ils devraient faire les tests sur eux. Parce qu'après, ça devient une vérité, une fois qu'ils l'ont expérimenté. Parce qu'il faut juste passer par cette étape de « je vais essayer » et « je vais le faire ». Parce que si on lit des études et on lit plein de choses mais qu'on ne le fait pas, au final, on reste au même stade. Que se lancer un challenge, c'est quelque chose que je trouve juste génial parce que la personne, elle fait le test. Et après, durant ce challenge, se renseigner, notamment sur vos sites internet, où y a toutes les informations, etc. C'est super important parce que si je prends mon exemple, j'étais perdu. Quand je suis devenu végétarien, mon alimentation, elle était horrible. Pareil. Elle était horrible. Quand je regarde ce que je mangeais en tant que végétarien, c'était une catastrophe. Ouais. Maintenant, en tant que vegan, j'ai jamais mangé aussi bien de ma vie. J'ai jamais mangé aussi bien de ma vie et je pense que les gens, il faut qu'ils aillent dans certains restaurants pour comprendre ce qui est possible. Idéalement, même si tout le monde ne peut pas, c'est d'aller à Ubud, à Bali. Il y a la meilleure nourriture végane que tu peux trouver sur cette planète. C'est extraordinaire. Enfin, il n'y a aucun restaurant en France qui arrive à l'échelle de ce qu'ils font là-bas. Bon. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont bons. Ils sont très bons en France, hein. faut les découvrir. Non, Mais ouais, c'est juste pour montrer les possibilités de ce qui est réalisable. Donc déjà, si je prends mon moi d'avant, qui n'était pas du tout vegan, je travaillais sur les marchés, dans la rôtissoire et tout ça. Si je vais dans n'importe quel restaurant vegan, il y a beaucoup plus d'aliments, de nutriments, de textures différentes que ce que je mangeais au préalable. Mais en allant à Ubud, à Bali, en Indonésie du coup, on réalise vraiment de ce qui est possible. Enfin, on n'imagine même pas ce qui est réalisable avec des végétaux, quoi. Et est-ce que tu aurais des petits conseils par rapport à ça sur comment cuisiner quelque chose de vegan? C'est difficile de donner des conseils parce qu'en fait la cuisine végane, il n'y a pas une cuisine végane. Il y en a vraiment, mais toute une palette. Et donc on peut changer ses habitudes sans trop les changer. Si on mange énormément de junk food, aujourd'hui il existe de la junk food végane. Si on est plutôt gastronome, on peut aller plus vers une nourriture gastronomique, très riche, très colorée, vraiment excellente. On peut aller sur des trucs qui me paraissaient avant complètement extravagants, dont j'avais jamais entendu parler, les graines germées, le tempeh, tout un tas de choses que j'ai découvertes finalement après avoir modifié mon alimentation. Et voilà, donc il n'y a pas une recette. Moi je suis encore très tradie, j'aime les lasagnes, les pizzas, les spaghettis à la bolognaise, c'est très italien tout ça. Mais voilà, enfin vraiment, j'ai plutôt une alimentation assez basique, mais j'ai la chance d'avoir des amis, d'échanger, etc. Et du coup, je vois que il y a vraiment une palette, mais juste complètement énorme. Donc j'aurais du mal, j'ai l'impression qu'il faut suivre ce qui nous fait oui à l'intérieur, au niveau de l'alimentation aussi, et puis trouver les bons sites de recettes, les personnes ressources qui vont pouvoir nous aiguiller sur comment modifier notre alimentation. Il y a des cours de cuisine aussi. Vraiment, on a une palette, mais juste énorme à notre disposition. Et effectivement, dans les premiers temps où on se dit, j'arrête de manger les animaux. Alors, nous, quand ça nous est arrivé, c'était en 93, il n'y avait pas Internet. On était tout seuls, il n'y avait quasiment pas de livre de recettes de cuisine. Effectivement, on était un peu perdus, donc on a mangé beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. Voilà, dès qu'on a commencé à rencontrer d'autres personnes, ça y est, notre univers s'est enrichi, mais tellement que, on n'a pas du tout eu de nostalgie en se disant ah là là, c'était tellement mieux avant, au niveau du goût ou quoi, pas du tout. C'est vraiment, comme tu le disais, il faut simplement se lancer. Et bien s'entourer aussi, je trouve, justement, avoir un groupe social dans lequel on se sente bien, avec lequel on puisse échanger. On se sent accepté aussi. On se sent accepté. C'est vrai qu'avec la famille, parfois, ça peut être un peu compliqué. Alors nous, on a vraiment eu de la chance. Notre famille, elle est hyper bienveillante. Voilà, on est accepté tel qu'on est, tel qu'on le demande et tout ça. Et vraiment, c'est très très chouette. Donc, ça aide, parce qu'avoir des réflexions en permanence sur ce qu'on fait, ça nous remet en question. Et je sais qu'il y a des gens qui
vont vers la tendance, qui font en sorte de se déplacer vers le mouvement vegan et qui après arrêtent. Et il y a pas mal de personnes qui arrêtent dû à toutes ces pressions sociales. Bien sûr, voilà, on est vraiment des animaux sociaux et on a besoin de se reconnaître dans un groupe. Et d'où l'utilité finalement de se rapprocher de groupes qui eux aussi ont fait le pas et se sont retrouvés à un moment, eux aussi finalement, à devoir composer avec de nouvelles habitudes et un nouveau regard porté sur eux par rapport à la société. Parce que finalement, quand on arrête de consommer des produits d'origine animale pour des raisons de santé, les gens disent « Oh bah oui, c'est bien, très très bien ce que tu fais pour toi, etc. » Quand on dit que c'est pour les animaux, parfois il y a une espèce de défiance parce qu'ils se sentent remis en question eux-mêmes dans leur façon de consommer. Et c'est compliqué de dire on n'est pas là en train de culpabiliser les autres, juste on va être cohérent avec nous-mêmes, d'une part. Et puis oui, on porte une part de militantisme, une part d'activisme, parce qu'on trouve cette situation injuste. C'est pas juste un hasard si on a arrêté de manger les animaux. Enfin, moi, la première, j'aurais bien aimé continuer de faire comme avant et être normal dans la norme que la société nous impose aujourd'hui, parce que c'est moins compliqué finalement. Mais voilà, devant une injustice... Après, mon point de vue sur ce sentiment de culpabilité, il est présent parce qu'on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose que l'on fait qui ne devrait pas être fait. Sinon, on n'aurait jamais ce sentiment de culpabilité. On ne se sentirait pas touché par les propos qu'une personne a quand elle parle d'elle-même. Si moi je parle de moi par rapport à quelque chose que j'ai changé, admettons je dis que j'ai arrêté le café, j'avais arrêté pendant 5 mois, bon je l'ai repris, mais admettons je dis que j'ai arrêté le café pour telle et telle raison, si tu te sens coupable et tu te sens outré par mes propos, c'est parce qu'au fond de toi tu sais que tu devrais arrêter le café pour des raisons qui te sont personnelles. Et pour moi c'est le même principe au niveau de l'alimentation. Si une personne se sent coupable, pour moi c'est bon signe, ça veut dire qu'elle sait déjà. Une personne qui n'a pas du tout les yeux ouverts sur ce qui se passe et se voile la face, elle se sentira jamais coupable. Une personne qui se sent coupable, c'est qu'au fond d'elle, elle sait. C'est juste que c'est difficile et c'est dur et ça peut être plein de douleur le fait d'observer ça. Parce que du coup, c'est une étape qui est très Enfin, moi, je l'ai vécu comme une étape douloureuse de prendre conscience de tout cela. Pas uniquement les images, mais de prendre conscience de ce que je faisais, en fait, indirectement à travers ce que j'achetais, en fait. Et ouais, cette réalisation, elle est dure. Mais par la suite, une fois qu'on passe outre voilà, après la nuit vient la journée, ou après la pluie vient le beau temps. Voilà, on a fait un petit remix. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est le après, moi je sais que je me sens vachement mieux parce que bon, là je mange mieux, mais aussi par rapport au fait d'être aligné avec qui l'on est, avec nos valeurs, avec ce que l'on pense. Et ça, c'est super important. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que le véganisme, c'est dangereux ? Je pense qu'il manque vraiment d'informations. Et en France, on a vraiment ces lacunes d'informations. On a des professionnels de santé qui sont restés sur des anciens logiciels et qui ont du mal à évoluer par rapport à ça. Alors, c'est pas forcément un hasard. On voit que le lobby de la viande, il est quand même très présent pour essayer de maintenir un statu quo. Eux, ils ont des produits à vendre, donc ils ont tout intérêt à ce qu'on ne change pas. Mais effectivement, les professionnels de santé en France sont très en retard. Si on regarde justement les études qui sont menées dans d'autres pays, notamment par exemple par l'association américaine de diététique, qui regroupe plus de 100 000 professionnels de santé en diététique, en nutrition. Eux, ils étudient, tous les 2-3 ans, ils sortent un grand rapport qui regarde toutes les habitudes alimentaires du nord de l'Amérique, donc Canada et États-Unis. Et ils établissent un constat. Et leur constat, c'est de dire que les régimes alimentaires, végétariens ou végétaliens, du moment qu'ils sont bien menés, posent aucun problème de santé, quels que soient les âges de la vie, quelles que soient nos pratiques sportives, etc. Donc voilà, et puis on le voit un petit peu de façon empirique aussi. Aujourd'hui, on commence à croiser de plus en plus de végétariens, de véganes, et on voit qu'on est assez loin du cliché pâle, rachitique, complètement amorphe des personnes qui sont en mauvaise santé. Non, enfin voilà, ce sont des gens qui sont complètement normaux. Enfin voilà, il y en a des gros, des maigres, il y en a des grands, des petits, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont plutôt dans la bienveillance. C'est simplement le reflet de notre société, il n'y a pas du tout de différence. Alors justement, sur
sur Vegan Pratique, mais c'est valable pour l'ensemble des campagnes qu'on peut avoir, on source nos données. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous dire sur l'Association américaine de diététique, on va le retrouver aussi pour les recommandations du Portugal, etc. Il y a tout un tas de pays qui ont des recommandations comme ça. Leur PNNS, leur plan national de nutrition santé, inclut la dimension végétalienne. Et l'inclut de façon positive, pas comme en France où c'est attention, il y a tout un tas de warnings autour de cette pratique. Au lieu de donner les bons conseils pour pouvoir suivre un régime alimentaire équilibré en étant végétalien, on nous met tout un tas de panneaux de sens interdits et de choses comme ça. C'est ça le truc. Mais c'est parce qu'il pourrait y avoir une prévention en disant si vous faites la transition pour le véganisme, eh ben, ça pourrait être bien de consommer tel produit, telle chose. Non, mais en fait, il n'y a pas du tout ça, comme tu viens de l'exprimer. Non, ne le fais pas. Oui, ou si tu le fais, attention, il va y avoir plein de problèmes qui peuvent en découler. Voilà, on crée une espèce de peur pour bloquer un peu les gens. Donc, ouais, nous, on source tout, on met les liens vers l'origine des documents et tout ça. On apporte finalement les preuves de ce qu'on peut dire. Et ces preuves, ça peut être, concernant nos enquêtes, évidemment, les images où on a des preuves de lieu, des preuves de date. On se renseigne dans les publications scientifiques, dans les publications professionnelles. En ce qui concerne la nutrition, la santé, ça va être des études médicales, scientifiques là aussi. L'éthologie aussi, c'est juste passionnant. Et il y a des études, encore assez peu finalement, qui sont faites et qui montrent à quel point on est passé à côté des animaux, à quel point on a envie d'ignorer toutes leurs capacités pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait sans finalement trop se dire qu'on se comporte vraiment comme des personnes pas correctes vis-à-vis des animaux, quoi. Mais c'est intéressant aussi ce que tu me disais juste avant ça. C'est qu'il y a même des exemples à l'heure actuelle de personnes qui utilisent leurs capacités mais pleinement, qui ne sont pas entre guillemets dans la norme et qui sont véganes. L'homme qui tire le plus de poids est végane. Il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui sont véganes. Tout à fait. De plus en plus d'acteurs ou de célébrités. Et si je parle d'acteurs et de célébrités, pour moi, c'est pas relié à leur performance cognitive ou physique ou autre. C'est surtout qu'ils sont accompagnés des meilleurs nutritionnistes qui payent je ne sais pas combien par mois. Et si ils sont dans cette transition, c'est pas pour rien en fait. Et quand on regarde d'ailleurs le pourcentage des acteurs les mieux payés, il y en a combien qui ont une alimentation, sans pour autant être vegan pour eux ou pour les animaux, mais qui ont une alimentation qui est basée sur le véganisme, le pourcentage il est énorme. Et ça c'est super intéressant en fait. Pourquoi ces personnes-là? Moi j'ai pu, en voyageant, observer quelque chose, je ne peux pas l'attester avec des chiffres, mais j'ai pu l'observer en allant en Californie, à Sydney en Australie, à Cannes, Nice, Monaco, tous ces endroits où il y a énormément de communautés dites de Hollywood. Coïncidence ou pas, il y a par rapport au pourcentage de la population, même en comparaison avec Paris, il y a énormément de bars à jus, de jus de fruits, énormément de restaurants, il y a énormément d'alternatives véganes ou végétariennes. Et moi, je trouve ça assez marrant en fait, que dans tous ces lieux-là, il y a ça. Parce que si on va dans les terres, si on va à Brive-la-Gaillarde, à Limoges, il n'y a rien. Okay, si on va, alors que dans tous ces lieux où il y a une communauté hollywoodienne qui vient, comme par hasard, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est quelque chose que j'ai pu observer, que je ne peux pas attester, mais il faudrait peut-être éventuellement faire des études là-dessus. Ça serait regarder, oui. Parce que, en fait, quand on parle de se faire accepter socialement, quand il y a une personne qui change, que c'est une célébrité ou autre, il y a un impact qui est phénoménal. En fait, le principe, il est simple. Angelina Jolie, le tatouage qu'elle a, elle a un tatouage que s'est fait en Thaïlande, il a été refait à des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes se sont tatouées la même chose qu'une célébrité. On ne va pas parler de la stupidité de la chose, mais les personnes se sont tatouées la même chose. Pourquoi? Parce qu'elles perçoivent cette personne comme étant une valeur, ou ils mettent de la valeur sur qui cette personne est. Et donc quand il y a une personne qui change, moi je pense que ça peut être bien vraiment de la soutenir dans son changement. Parce que j'ai pu voir, c'est un bon an de cela, il y avait un rappeur que je ne connais pas, mais j'ai pu voir que ça a fait un petit buzz. Il y avait un rappeur qui se disait vegan, mais qu'au final, il ne l'était pas. Il était végétarien. Mais il n'avait pas conscience pleinement. Et il s'est fait critiquer par bon nombre de véganes en disant « mais t'es pas vegan ». Et je trouvais ça triste parce que cette personne a un impact phénoménal dans le message qu'il porte, notamment à travers le rap, étant donné qu'il s'exprime en parlant. Et donc il faudrait plus le soutenir dans ce qu'il fait plutôt que d'être contre lui parce qu'il a fait une erreur ou parce que ceci. Mais c'est que des choses que j'ai pu observer et que j'avais envie de te partager, je trouvais ça assez intéressant. Je vais prolonger le partage.
je suis amenée à rencontrer un certain nombre de personnes aussi, journalistes, politiques, personnes qui travaillent dans les institutions et tout ça. Et très souvent, elles sont plus ouvertes à la discussion parce qu'elles ont un enfant, un neveu, un oncle, une tante, quelqu'un de leur environnement proche qui effectivement a changé sa façon de s'alimenter. Et ça rejoint un petit peu cette propension, quand on connaît une personnalité, de se dire ah bah tiens, ça m'inspire moi-même, ça me pose des questions et du coup je vais changer mon comportement ou je vais me faire le même tatouage parce que ça a une signification pour moi finalement. Et ça rejoint drôlement ce truc-là. C'est pour ça aussi que c'est plutôt pas mal important de changer soi-même parce que même sans s'en rendre compte, on a une influence énorme sur le monde qui nous entoure. Pas seulement parce que du coup l'industrie de la viande ne nous vend plus ses produits, mais aussi par le rayonnement qu'on peut avoir autour de nous, par des petites touches. Mais c'est assez surprenant. Voilà, des gens qui semblaient vraiment extrêmement hostiles et qui, parce que dans leur entourage, pas quelqu'un qui leur paraissait... Enfin, ils avaient peut-être une image des véganes comme de gens perchés, des gens qu'on va jamais croiser parce que complètement partis ailleurs. Et tout à coup, proche d'eux, quelqu'un leur dit « Mais moi aussi, j'ai changé. Moi aussi, ces idées-là, ça me touche, ça me fait réfléchir. » Et du coup, pour eux aussi, c'est une évolution, c'est une ouverture finalement qui peut arriver par ce biais-là. Du coup, c'est bien important d'oser porter ses idées aussi. Complètement d'accord. Donc du coup, à part le fait de se changer soi, quelles sont, admettons, en tant que végane, les petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien pour faire en sorte que ce changement opère plus rapidement? En fait, on est en face d'un système qui est juste énorme et qu'on va avoir du mal à démanteler d'un seul coup. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que demain matin, on se réveille et qu'on se dise... Enfin, demain matin, ou là, dans une heure, on se dise... non, mais il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce système. Il est injuste envers les animaux. Il a des dommages sur l'environnement, sur la santé, sur les travailleurs même de ces exploitations qui sont absolument hallucinantes, l'argent public qui y passe. Enfin, les raisons pour lesquelles il faudrait changer le système, elles sont juste énormes dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et pour autant, voilà, la machine, elle est juste énorme. Donc, finalement, avec L214, on n'a pas d'agenda caché. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas. Ce qu'on veut, c'est un changement de civilisation. C'est que nos sociétés ne considèrent plus comme de la nourriture les autres animaux. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est hyper basique. Mais on voit bien qu'on va avoir des difficultés à y arriver. Et du coup, ce système, il a plein de boulons. Donc on est en train de démanteler petit morceau par petit morceau, essayer déjà de montrer le système dans son ensemble, enfin, quelles conséquences il a. Alors, au travers des enquêtes qu'on peut faire, on va soulever un tout petit morceau du tapis finalement, parce qu'on ne peut pas le montrer dans son entier, tellement c'est énorme. Et donc chaque enquête qu'on fait, c'est des fenêtres sur la réalité. Voilà, un petit angle sur lequel on peut se rendre compte de l'oppression que subissent les animaux, des mises à mort qui sont absolument violentes, brutales. Enfin, voilà, même quand on est sur l'abattage à la ferme, sur un animal qui a vécu une belle vie, pourquoi interrompre une belle vie, quoi? Enfin, juste pour le manger, alors qu'on n'en a pas besoin, c'est pas logique. Donc, démonter pas à pas. Et du coup, pour le démonter pas à pas, on a besoin d'être nombreuses et nombreux à demander ces changements. Donc on a, avec L214, mis des outils. L214, c'est un gros outil, c'est une espèce de couteau suisse où on va essayer de mener des actions de façon à justement venir s'attaquer à cet immense système. On va avoir des actions qui vont essayer de faire reculer la cruauté. Par exemple, notre campagne qui concerne les poules pondeuses élevées dans des cages, on a obtenu, avec d'autres associations, avec cette prise de conscience générale,
que plus de 150 entreprises aujourd'hui en France renoncent aux œufs de poule élevés en cage de batterie au plus tard d'ici 2025, y compris le premier grand groupe, le groupe Avril, qui est le numéro 1 en France, avec plus d'un quart de la production. Ça veut dire que d'ici 2025, les poules ne seront plus enfermées dans des cages. Alors ça peut paraître une petite avancée, mais ça concerne quand même plusieurs dizaines de millions de poules, un peu plus de 30 millions. Ça fait quand même une différence pour ces individus-là. Et on le fait sur d'autres domaines. On le fait pour les poulets aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ces poulets qui sont boiteux, certains qui sont morts de crise cardiaque, qui sont sur une litière absolument... qui est inchangée pendant toute leur durée de vie, qui grossissent si vite qu'on a des têtes de poussins sur des corps de poulets qui sont énormes. Et là aussi, on obtient des petites avancées. Ces petites avancées, elles sont importantes parce que ce qu'on trouve finalement normal aujourd'hui, demain, on va le juger absolument inacceptable. Et comme ça, petit à petit, ce qu'on va juger inacceptable va être moins pire que ce qu'on juge inacceptable aujourd'hui. Et on va relever notre seuil de sensibilité finalement. Et c'est pas mal important. Ça va être aussi d'essayer de faire progresser les offres véganes autour de nous, de rendre démocratique le véganisme, de faciliter l'adoption d'une alimentation végane, que ce soit auprès des collectivités, que ce soit dans la restauration privée. On a Vego Resto pour ça par exemple. Et ça aussi c'est relativement majeur de développer ça. Même à la limite, faire en sorte que ce soit une obligation dans chaque restaurant d'avoir une option. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pu observer dans le nord de la Californie. Tu peux aller dans un bar au fin fond de la campagne, dans les montagnes, dans le nord de la Californie, où tu dirais que je ne trouverais rien, même de végétarien, il ne doit pas y avoir de légumes là-bas. Ils ont au moins une option végane. Et plusieurs options végétariennes. Ce que moi je trouve, c'est quelque chose, ayant travaillé dans la restauration durant pas mal d'années, ça leur coûte rien. Parce qu'ils peuvent très bien utiliser ce qu'ils ont déjà et confectionner un plat et le mettre sur la carte. Il faut juste imprimer la carte une fois. Et ça, je ne sais pas si c'est possible d'aller vers cette direction-là, mais faire cela comme étant une obligation, et c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de dur à faire. On leur demande pas d'arrêter de vendre ce qu'ils vendent, mais d'avoir cette option, cette alternative de disponible. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Alors c'est dans ce sens-là qu'on fait avec Vego Resto. Pour l'instant, on n'est pas du tout pour obtenir une obligation. On peut reparler des lobbies de l'élevage intensif qui sont implantés auprès du gouvernement, auprès des parlementaires qui bloquent toute avancée. Mais avec Vego Resto, on va effectivement vers des restaurateurs qui aujourd'hui ne proposent pas forcément d'alternatives véganes à leur carte et on les encourage à proposer ces alternatives. Et on vient de sortir un livre, Les chefs cuisine véganes, avec 14 chefs qui ne sont pas forcément véganes eux-mêmes, ni même leurs restaurants sont véganes, et qui proposent pourtant des plats véganes et qui font partager leurs recettes. Et qui apprécient le faire. Et qui apprécient. En fait, ils apprécient aussi la créativité qu'il y a derrière, parce qu'ils étaient un peu dans le ronron de ce qu'ils font habituellement. Et en fait, cuisiner végane, ça les a en quelque sorte challengés, sortis un peu de leur zone de confort, et ça a boosté leur créativité. Et il y en a pas mal qui nous remercient d'être allés les chercher sur ce terrain-là. Et on en a de plus en plus, et ça se fait aussi de plus en plus spontanément, donc c'est génial. Puis on voit bien dans la cuisine du monde aussi que beaucoup de cuisine orientale, asiatique, etc., c'est à base de céréales, de légumineuses, sans forcément avoir de viande. Par contre, quand elles arrivent dans les pays occidentaux, pouf, ils se croient obligés d'ajouter de la viande ou des produits d'origine animale. Ça, on peut le voir avec les restaurants indiens, qui ne sont pas... Sûr. La cuisine indienne n'est pas forcément végane dans sa globalité, mais elle est extrêmement végétarienne. Et on va dans un restaurant indien en Inde, il y a 0 viande. Il y a, sur 10 restaurants indiens, dans toutes les villes que j'ai pu faire en Inde, il va y en avoir un où ils vont avoir de la viande. Et ils sont bien spécialisés, il y a bien écrit. Alors qu'en France, on regarde la carte, il y a 5% de la carte qui est végétarienne. C'est ça. Donc il y a toute une modification de la nourriture. Bien sûr. Et oui, au niveau de la cuisine, on peut même faire des macarons véganes pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Bien sûr. Avec du jus de pois chiche. Je ne sais plus quand cette invention entre guillemets est venue.
Il y a quelques années de ça, il y a une personne qui a découvert cette technique-là en fait, pour avoir l'effet liant des œufs. Ouais, l'émulsion. Mais qui a eu l'idée folle de mettre Jus de pois un chiche. batteur dans un jus de pois chiche? Qui a eu cette idée folle? Et cette idée excellente. Alors moi, je suis très... je n'aime pas le changement. Je me pose encore la question de comment j'ai pu arrêter de manger les animaux tellement je suis pantouflarde d'une certaine façon. Et la première fois qu'on m'a fait goûter une mousse au chocolat au jus de pois chiche, je me suis dit mais c'est tellement loin de ce que je fais d'habitude. Voilà, et en Au fait j'ai final, adoré. ouais. Et, enfin vraiment ça sent pas le pois chiche du tout. On a une mousse Bah, au chocolat qui est neutre. hyper légère. Enfin, même les personnes qui consomment de la mousse au chocolat à base d'œufs et à qui on a fait goûter celle-là reconnaissent qu'elle est plus légère, plus digeste, excellente. Donc voilà, mais qui a eu cette idée folle, merveilleuse, Un jour merci de beaucoup. tester. Ouais, carrément. Parce Ouais, que bah, ça prouve que tout est possible voilà. parce que les macarons, c'est bien connu comme étant un des desserts les plus compliqués à effectuer de base. Donc le faire avec du jus de pois chiche, ça prouve bien que tout est possible avec des aliments qui proviennent uniquement de la terre, qui ont reçu de l'amour et du soleil. Mais donc du coup, ça me fait penser à quelque chose que je trouve assez intéressant par rapport à tout ce qui est dessert ou tout ce qui est du coup gâteau. Quand on pense à œufs, pardon, ou je sais pas, on dit l'un des deux. C'est que beaucoup de personnes se disent ne pas consommer des œufs de batterie, chose qui est le cas, mais au final, ils n'ont pas pleinement conscience que la plupart des gâteaux qu'ils les achètent, à l'intérieur, il y a des œufs qui ne sont pas élevés en plein air. Donc c'est pas parce qu'on achète des œufs plein air qu'on va consommer des œufs plein air dans tous les produits qu'on achète. Bien sûr, mais il y a beaucoup de produits cachés. En fait, quand on croise parfois des personnes qui nous disent bah non, moi j'ai réduit ma consommation et je fais super gaffe de la provenance. En fait, chaque fois qu'on va au restaurant, quand on achète des produits préparés, en fait, on ne sait absolument pas la provenance. Et puis même quand on la sait, nous on dit bah, moi j'achète ma viande chez mon boucher. Bah, nous on a même montré que pour Pierre-Yves-Marie Le Bourdonnec ou Hugo Desnoyers, etc. Enfin, on a montré l'abattoir de Moléon-Lichard, par exemple, où certains d'entre eux se fournissaient, notamment en agneau dit Achuria, enfin voilà, en agneau de lait, là-bas. Et on a montré les images, et eux, ils disent, bah oui, on a la traçabilité, etc. Mais ce qui se passe à l'intérieur d'un abattoir, c'est juste ignoble. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire en sorte que... alors, c'est pas forcément les visites les plus belles, mais pour les enfants, il y a de plus en plus de visites dans les jardins, au niveau des chevaux, quelque chose de culturel pour apprendre, etc. Alors, pas forcément le faire aux enfants, même si en soi, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être choquant, chose qui est normale parce que c'est découvrir la réalité, une réalité qu'on ne veut pas voir. Mais est-ce que tu penses que dans un futur proche ou lointain, on pourrait avoir des autorisations pour être habilité en tant qu'humain dans cette société à aller dans un abattoir pour le voir légalement? Juste avoir cette possibilité de voir ce qui se passe. Alors je pense que les filières animales, elles sont, c'est pas que je pense, il y a des études qui ont sorti, elles sont extrêmement conscientes que ces lieux doivent rester fermés. Fermés aux yeux du public, absolument. Même quand il y a les rencontres Made in Viande, parfois ils font visiter des abattoirs qui sont à l'arrêt, ou en tout cas on ne voit pas l'étape où les animaux sont mis à mort. Parce que voir cette étape, c'est justement réaliser la terreur, la douleur, le fait de perdre sa vie pour rien finalement. Il y a un nœud ici où on réalise pleinement les conséquences de nos actes et eux ont vraiment intérêt à ce qu'on ne réalise pas. C'est Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard Socopa Charal, qui disait devant la commission d'enquête parlementaire qu'on a provoquée avec les images d'abattoirs qu'on a montrées, devant la commission menée par Olivier Falorni, député, qui disait mon entreprise investit des sommes considérables pour faire finalement oublier le lien entre la viande et les animaux. Donc voilà, et dans la proposition de loi d'Olivier Falorni, il y avait aussi, juste pour les députés, la possibilité, les parlementaires, la possibilité d'entrer dans les abattoirs pour pouvoir juste se rendre compte. Ça a été refusé. Non, ça reste fermé. Quand on montre des images, souvent on nous dit non, mais c'est pas la réalité, ce que vous montrez, c'est des montages. Alors je vais pas rentrer avec Steven Spielberg, je pense, parce que vraiment, on est hyper fort. C'est pas la réalité, etc., etc. Ils montrent aucune image en face.
Ouais. Ils montrent pas parce qu'ils montreraient exactement la même chose. Enfin, une poule en cage, c'est une poule qui est en cage. Une scène de mise à mort dans un abattoir, c'est une scène de mise à mort dans un abattoir. Enfin, il n'y a pas de façon Et encore, on jolie n'a pas de l'odeur. présenter ça. Et encore, on n'a pas le bruit, on n'a pas l'odeur, on n'a pas l'ambiance. Pour avoir visité un certain nombre de ces établissements, Et comment tu t'es sentie juste, après? Je pense que je mets pas mal un mouchoir là-dessus, en essayant justement de pas D'essayer de rester neutre parce que pas genre, laisser voilà. Après, quand on est en enquête, notre objectif c'est d'aller chercher de l'information. Et du coup, quelque part, on est protégé par notre mission. Je peux raconter quand Sébastien s'est fait embaucher par l'abattoir Charal de Metz. Il y a passé 3 semaines en intérim. c'était dur quand même pour lui. C'était super dur. Il a tenu les 3 semaines avec un gros décrochage au bout de 2 semaines parce que la caméra n'avait pas marché. Il avait vu des choses de ses yeux, mais la caméra n'avait pas filmé. Il a dit je suis obligé d'y retourner encore une semaine parce que ça, je veux vraiment que les gens le voient. Voilà, donc relativement destructeur pendant 3 semaines, mais il a tenu le coup. Et c'est quand il a commencé à dérocher, donc à regarder les images qu'il avait pu filmer, qu'il avait pu saisir, ce qui n'était pas juste simple, hein. Enfin, il ne suffit pas de se faire embaucher pour pouvoir voir les images. Où là, il s'est effondré, quoi. Voilà, il n'était plus dans le rôle qu'il avait à tenir d'ouvrier d'abattoir et tout. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, les émotions t'envahissent, te saisissent, la boule au ventre. Parce qu'on n'arrive pas à arrêter le truc aussi. Ah, mais c'est normal. Le taux de suicide, il est énorme de gens qui travaillent dans les abattoirs. Il y a le taux d'accident du travail qui est 4 fois plus élevé qu'ailleurs, les taux de suicide pour les professions qui travaillent, qui sont agriculteurs notamment. Et effectivement, ça montre bien ce système de Shadok où il y a finalement personne qui est heureux. C'est des gens qui ruinent leur vie à ruiner d'autres vies. Alors que pour certains, au départ, c'était la volonté de travailler avec les animaux, d'être au contact des animaux. Et beaucoup d'éleveurs témoignent en disant écoutez, moi je suis heureux auprès de mes animaux, au moment de les envoyer à l'abattoir, je suis pas bien, je m'arrange pour pas être là, ça me fait quelque chose. Et on a des éleveurs qui ont arrêté à un moment. Il y a un superbe documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom, qui montre justement des éleveurs, même des grands éleveurs, avec des gros domaines, qui à un moment d'un coup ont eu une prise de conscience et ont complètement arrêté le fait d'élever des animaux pour les tuer. Alors certains sont restés, ont créé des refuges, d'autres sont partis dans d'autres directions. Mais ce système il est destructeur évidemment pour les animaux, il provoque le malheur des animaux, mais à une échelle qu'on n'arrive même pas à réaliser en intensité de douleur qu'on provoque. On peut parler des mutilations, on peut parler des séparations des mères avec leurs petits, etc. Vraiment, c'est un système qui est d'une violence absolument inimaginable. Et aussi pour les personnes qui y travaillent. Être ouvrier d'abattoir, on peut pas dire, ça fait rêver qui de faire... Alors, des fois, on rêve d'être pompier, on rêve d'être médecin, qui sont pourtant des métiers qui ne sont pas faciles, mais on sait qu'on va venir en aide aux autres. Il y a quelque chose qui nous porte. Ouvrier d'abattoir, c'est mettre à mort des animaux, c'est démonter des animaux toute la journée, les démembrer. J'ai énormément de respect pour le travail que tu effectues et que vous effectuez. Parce que être confronté à ça, parce que moi j'en ai conscience, mais dans mon monde actuel, je voyage, j'aide les gens, je fais des vidéos, je fais des interviews, je fais des conférences, je suis dans ma petite bulle, je fais en sorte d'avoir mon changement, mon impact positif, mais je ne suis pas confronté à cette réalité. Et toi, ton rôle, c'est d'y être confronté en permanence. Et honnêtement, énormément de respect pour ça. Parce que c'est dur. Rien que là, en fait, t'entendre en parler, ça... Genre, j'ai besoin de respirer, quoi. Oui, c'est sûr que c'est dur, mais à la fois, en tout cas, avec L214, on a une chance inouïe, c'est qu'on a énormément de soutien. C'est-à-dire des gens qui nous envoient des messages en disant j'ai pris conscience, vos images, elles ont provoqué chez moi votre site vegan pratique, c'est génial,
au moment des votes politiques et animaux, mais ça m'a éclairée. J'ai pu prendre mes décisions avec des données qui étaient à ma disposition. On a vraiment beaucoup de messages très positifs qui montrent que le travail qu'on fait, il n'est pas vain. Et du coup, je pense que ça aide à surmonter justement le malheur qu'on côtoie tous les jours finalement. Et on se dit, mais si, on peut changer. Et puis on s'appuie, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, sur l'évolution de nos sociétés qui prennent conscience petit à petit de tout un tas de dysfonctionnements et qui essayent d'y remédier sous l'impulsion d'activistes qui essayent de nous mettre sous les yeux les incohérences, les malheurs qu'on provoque dans tous les domaines. Donc oui, à la fois c'est dur et à la fois, voilà, moi j'habite à Paris aujourd'hui parce que voilà, c'est le plus facile pour travailler sur ces questions-là, de par le rôle que j'ai au sein de l'association. Mais simplement juste de voir des gens qui, dans le métro, vont aider quelqu'un d'autre à juste apporter une poussette, simplement, voilà, moi, ça fait ma journée, quoi. Et donc du coup, quelles seraient pour toi les raisons pour devenir végane, si une personne qui nous écoute, qui n'est pas végane et qui se pose encore des questions, pour toi, pourquoi être végane? Quels sont les éléments essentiels pour le devenir? Simplement arrêter de provoquer le malheur des autres. Ouais. Voilà, on l'a vu pour les animaux, pour les personnes qui y travaillent. Il y a les questions environnementales, etc. Enfin, il y a mille raisons, mais je trouve que juste, peut-être regarder honnêtement un animal et voilà. Ça devrait créer le déclic. Je dirais, il y a plus d'1 milliard de raisons en France si on considère simplement les animaux terrestres qui sont mis à mort chaque année. Il y a la question des animaux aquatiques aussi. Enfin, je vois mille et une raisons aujourd'hui de changer son alimentation, y compris les raisons climatiques. On sait qu'un des leviers les plus puissants pour agir sur tout un tas de domaines à la fois, c'est ça. Par exemple, sur les guerres, moi je ne sais pas comment agir, comment empêcher le malheur de gens qui sont pas auprès de moi, que je peux pas aider là. Sur la question animale, sur la question environnementale, même sur le partage des ressources, le levier hyper puissant, c'est notre propre consommation. Et voilà, ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, en tout cas ici, maintenant. C'est bête comme chou. Voilà. Elles sont intéressantes, toutes tes expressions que tu as pu sortir au cours de cette interview. Ah, désolée. Elles viennent de ta campagne de base là-bas. J'ai beaucoup déménagé, du coup j'ai ramené un petit peu de tout. Et effectivement, parfois j'utilise des expressions qui sont pas très courantes. Ouais, mais elles sont compréhensibles grâce au contexte. C'était cool. Et donc du coup, c'est quoi une dernière petite question, l'impact que tu veux avoir au sein d'L214? Quel est l'impact principal? Moi, au sein de L214 je suis une des composantes de L214. L214, c'est maintenant assez énorme. Et du coup, j'essaye d'amener de l'énergie. Évidemment, je travaille sur les tâches qui sont les miennes. Mais je crois que j'essaye d'insuffler au milieu de tout le malheur qu'on côtoie, plutôt une énergie positive pour qu'on continue, qu'on se serre les coudes. Essayer aussi d'entretenir la bienveillance qu'on peut avoir vers l'ensemble des personnes, y compris celles qui vivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux. Ça me semble vraiment super important de ne pas partir en vrille sur de la colère, sur de l'agressivité, mais au contraire d'essayer de porter un message le plus positif, le plus fédérateur possible, de façon à ce que notre société change dans son ensemble, en accompagnant tout le monde dans ce changement, vers une société bien plus pacifique, plus douce, moins violente pour les tous. Animaux et tous les êtres humains ou non humains sensibles qui composent cette planète.
on a vraiment du bol, quoi. On a une planète qui est très chouette. On a la possibilité de ne pas manger les animaux. Enfin, on serait dans un questionnement assez différent si on était obligé de manger les animaux. Enfin, cette question de non-nécessité, elle est cruciale, elle est fondamentale. Et du coup, oui, enfin, c'est ça qu'on porte. Enfin, finalement, ce qu'on porte à l'intérieur de L214, on le porte à l'extérieur. Enfin, on n'est pas très, très différents, quoi. Et ce point que tu as évoqué, je le trouve super important. De se comporter avec pas mal d'empathie envers toutes ces personnes qui ne sont pas véganes, parce que moi, j'y crois pas en cette idée de confrontation et de pointer du doigt. Je pense pas que ça donne envie à la personne de changer. Quand on reprend l'exemple de Angelina Jolie, si les gens sont fait son tatouage, c'est pas parce qu'ils la détestent, c'est pas parce qu'Angelina Jolie les fait chier. Non, c'est parce qu'ils l'admirent, et pour différentes raisons. Et donc du coup, ils ont envie d'aller vers ce changement. Et parce que beaucoup de végans, je trouve, à l'heure actuelle aussi sont confrontés, et ça a été mon cas, je l'admets, qu'au tout début dans cette transition, j'étais vachement violent envers les non-véganes. Là, on est très en colère, je crois. Parce qu'on est très en colère. On est en colère après nous-mêmes, finalement, de ne pas l'avoir vu avant. Et du coup, effectivement, enfin, je pense que nous, on a été pénible, mais à un point moi aussi, exceptionnel au début, à pas comprendre pourquoi juste le simple fait d'énoncer, de poser simplement les faits sur la table, les animaux, c'est des êtres doués de sensibilité, on n'a pas besoin de les manger, donc on devrait arrêter de les manger. Et de voir que tout le monde ne suit pas ce raisonnement, oui, ça devait nous mettre très en colère. Et oui, je pense qu'on a été vraiment hyper pénible. Et que certains aujourd'hui nous perçoivent encore hyper pénibles, parce que c'est effectivement une cause qui nous tient à cœur, et on en parle avec nos tripes, et on peut être relou, quoi. Enfin, c'est clair. Après, c'est peut-être être militant, c'est être la petite voix qui, sur le côté, nous rappelle. Qui te rappelle à chaque fois. Oui, là, il en faut. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans notre société, il faut qu'on change ça ensemble. Ouais. Génial. Merci pour ce temps. Merci à toi. Merci pour l'accueil et pour l'échange. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.